Novembre 1951, quelque part en Corée du Sud. Un ingénieur de 41 ans, costume civil froissé sous un blouson militaire, s'assoit face à des pilotes de chasse américains qui reviennent du combat. Il ne porte pas d'uniforme, il n'a aucun grade, mais c'est lui que le Pentagone a envoyé. Son nom est Clarence Johnson, tout le monde l'appelle Kelly, et il dirige le bureau d'études le plus secret des États-Unis, le Skunk Works de Lockheed, en Californie. Il pose une seule question aux pilotes. De quoi avez-vous besoin pour gagner contre le MiG-15 soviétique? Les réponses se ressemblent toutes. Les pilotes américains volent sur des F-86 Sabre, des machines honnêtes, mais trop lourdes, trop lentes à monter, trop prévisibles dans le virage vertical. Le MiG-15 soviétique grimpe plus vite, accélère plus fort et se décroche plus proprement. Un colonel résume la frustration générale en une phrase que Johnson note dans son carnet. Les pilotes veulent un avion simple, rapide, capable de monter comme un obus. Rien d'autre. Pas de radar sophistiqué, pas de capacité d'emport massive, pas de rayon d'action continental. Juste la vitesse et l'altitude, comme argument absolu. Kelly Johnson rentre en Californie avec ses carnets et fait exactement ce que personne dans l'industrie aéronautique n'ose faire à l'époque. Alors que tous les constructeurs empilent des systèmes, alourdissent les cellules et gonflent les envergures, lui décide de tout enlever. Son concept tient en une image, une fusée avec un homme dedans. Il va construire le fuselage le plus étroit possible, autour du moteur le plus puissant disponible, et y coller les ailes les plus petites qu'un avion de chasse ait jamais portées. Le résultat est un objet qui ne ressemble à rien de connu. Le fuselage mesure plus de 16 mètres de long, mais l'envergure des ailes n'atteint que 6,68 mètres. Pour saisir ce que cela signifie, il faut imaginer un crayon avec 2 lames de couteau plantées de chaque côté. Le fuselage est 2,5 fois plus long que l'envergure, un ratio jamais vu sur un avion de combat. Et ces ailes ne sont pas seulement petites, leur bord d'attaque est si mince, si effilé, que les techniciens au sol se coupent les mains en travaillant dessus. Lockheed doit concevoir des protections spéciales, des housses que l'on pose sur les ailes dès que l'avion se pose, pour éviter que le personnel de maintenance ne se taillade les doigts sur sa propre machine. Un avion qui blesse ses propres mécaniciens avant même de blesser l'ennemi. Le 4 mars 1954, le pilote d'essai Tony Levier fait décoller le prototype XF-104 depuis la base d'Edwards, en plein désert de Mojave. Le vol dure 21 minutes, écourté par un problème de train d'atterrissage. Mais l'essentiel est confirmé. Cette chose vole. Et elle vole vite. Les essais suivants révèlent des performances qui sidèrent même les ingénieurs de Lockheed. L'appareil franchit le mur du son sans effort et s'approche de Mach 2. En 1958, le F-104 devient le premier avion de l'histoire à détenir simultanément les records mondiaux de vitesse, d'altitude et de vitesse ascensionnelle. Aucun appareil n'avait jamais réuni les trois en même temps. Mais derrière les records se cache un problème que Kelly Johnson connaît mieux que quiconque. Son avion est un prodige dans un couloir étroit. L'interception à très haute altitude, à très grande vitesse, contre des bombardiers soviétiques. Dans ce couloir, rien ne le touche. En dehors de ce couloir, il devient dangereux pour son propre pilote. Les ailes minuscules lui donnent une vitesse d'atterrissage terrifiante. Le moteur unique ne laisse aucune marge en cas de panne. Et le siège éjectable, conçu par la société Stanley Aviation, éjecte le pilote vers le bas, à travers le plancher du cockpit. À haute altitude, cela fonctionne. Mais si le moteur lâche au décollage ou en vol rasant, le siège propulse le pilote directement dans le sol. 21 pilotes de l'armée de l'air américaine mourront ainsi, éjectés vers la terre par une machine censée les sauver. L'armée de l'air américaine comprend vite le problème. Le F-104 est un athlète de sprint qu'on ne peut pas envoyer courir un marathon. Dès la fin des années 50, le Starfighter commence à être retiré des unités de première ligne. Les généraux américains lui préfèrent des appareils plus polyvalents, capables de remplir plusieurs missions avec le même avion. Le F-104 a démontré des capacités extraordinaires, battu des records historiques, prouvé qu'on pouvait voler à Mach 2 en série. Et pourtant, l'armée qui l'a commandé s'en débarrasse. Pour Lockheed, c'est une catastrophe industrielle.
La chaîne de production tourne, les investissements sont colossaux, et le client principal vient de dire non merci. L'entreprise a besoin de nouveaux acheteurs, sous peine de voir le programme entier devenir une ruine financière. Le regard de Lockheed se tourne alors vers l'autre côté de l'Atlantique, où une opportunité immense se dessine. L'Europe de l'Ouest, sous le parapluie de l'OTAN, est en train de reconstruire ses forces aériennes. L'Allemagne fédérale, à peine autorisée à réarmer, cherche un chasseur unique capable de tout faire. Interception, attaque au sol, reconnaissance, frappe nucléaire tactique. Un seul appareil pour toutes les missions, parce que le budget ne permet pas d'en acheter plusieurs types. Lockheed propose alors une version repensée du Starfighter, désignée F-104G. La lettre G vient de la fiche technique rédigée par l'état-major allemand, le German Air Staff Paper, qui définissait les spécifications. Le fuselage est renforcé, l'avionique modernisée, le moteur amélioré. Sur le papier, le Starfighter devient un appareil multirôle. Dans les faits, c'est toujours le même avion. Les mêmes ailes minuscules, le même moteur unique, la même philosophie de vitesse pure conçue pour une seule mission. On a changé l'étiquette sur la boîte, pas le contenu. En octobre 1958, le gouvernement ouest-allemand annonce son choix. Le Starfighter l'emporte face au Mirage 3 français et au Draken suédois. Les pilotes allemands qui ont évalué les trois machines en conditions réelles auraient pu pencher pour le Mirage, plus maniable à basse altitude, ou pour le Draken, plus adapté aux missions polyvalentes. Mais le choix ne se fait pas seulement dans le cockpit. Il se fait dans les ministères de Bonn, dans les couloirs de l'OTAN et dans les bureaux de Lockheed à Burbank, en Californie. La décision est politique autant que technique. L'Amérique soutient activement la vente. L'Allemagne veut s'ancrer dans le camp atlantique. Et Lockheed propose un contrat qui inclut la production sous licence en Allemagne, des emplois, des transferts de technologie, une industrie aéronautique à rebâtir. À ce moment précis, de l'autre côté du Rhin, la France fait un choix radicalement différent. Le général de Gaulle refuse la dépendance militaire américaine. Marcel Dassault dessine ses propres avions pour des pilotes français dans des usines françaises. Le Mirage 3 que l'Allemagne vient de refuser deviendra l'un des avions de combat les plus exportés de l'histoire. Deux voisins, deux philosophies, deux décisions prises la même année. L'une de ces décisions va tuer 116 pilotes. L'Allemagne commande plus de 900 Starfighters. La chaîne de production européenne se met en marche. Les premiers pilotes allemands partent s'entraîner à la base de Luck, en Arizona, sous un ciel toujours bleu et une visibilité infinie. Dans le désert américain, le F-104 se comporte comme le champion qu'il est. Rapide, puissant, grisant à piloter. Les jeunes aviateurs de la Bundeswehr rentrent chez eux confiants, impatients de retrouver leur machine sur le sol allemand. Ils ne savent pas encore ce qui les attend. L'hiver d'Europe centrale, ses plafonds bas à 200 mètres, sa pluie battante, ses missions de bombardement en rase-motte avec des bombes sous des ailes trop courtes pour pardonner la moindre erreur. Le Starfighter a été conçu pour le ciel clair et l'altitude pure. On s'apprête à l'envoyer dans la boue. Le 29 mars 1961, un F-104F de l'école de formation de Norvenich subit une défaillance du circuit de carburant en plein vol au-dessus de la Hesse. Les deux hommes à bord s'éjectent et survivent. C'est le premier Starfighter allemand détruit. La Bundeswehr enregistre l'incident comme un accident technique isolé, classe le dossier et poursuit les livraisons. Personne ne sait encore que ce crash inaugure une série qui durera 28 ans et coûtera 292 appareils. Les mois suivants ressemblent à un mécanisme d'horlogerie macabre. Chaque semaine, ou presque, un nouveau rapport d'accident atterrit sur les bureaux du ministère de la Défense à Bonn. Les causes varient en apparence, mais convergent vers les mêmes failles. Panne du moteur J79, un réacteur brillant en conditions idéales, mais capricieux quand la température et la pression changent brutalement, ce qui arrive à chaque décollage hivernal en Europe centrale. Perte de contrôle à basse altitude, là où les ailes minuscules du Starfighter ne pardonnent aucune approximation. Désorientation dans les nuages, parce qu'un avion conçu pour le ciel limpide de Californie se retrouve dans le brouillard de la plaine du Rhin. Et quand le pilote tente de s'éjecter,
Il découvre parfois que le siège Lockheed C2, qui a remplacé le siège à éjection vers le bas, n'offre pas de capacité 0-0. Il ne fonctionne pas de manière fiable si l'avion est au sol ou trop près du sol. Exactement la situation dans laquelle se trouve un starfighter en difficulté lors d'une mission à basse altitude. Le problème fondamental est simple, mais personne en position de pouvoir ne veut le formuler à voix haute. L'Allemagne a acheté un intercepteur de haute altitude et l'utilise comme avion d'attaque au sol. C'est comme acheter une voiture de Formule 1 et l'envoyer labourer un champ. Le Starfighter excelle quand il fonce à Mach 2 à 15 000 mètres d'altitude, dans un air mince et prévisible. On lui demande de voler à 300 mètres du sol, chargé de bombes, sous la pluie, au-dessus de collines boisées, avec des virages serrés que ses ailes de couteau ne peuvent pas négocier sans risquer le décrochage. Chaque mission d'entraînement devient une loterie. À la base aérienne de Büchel, à Lechfeld, à Memmingen, les escadrons développent leur propre rituel funèbre. Les pilotes connaissent les statistiques. Ils savent que la probabilité de perdre un camarade au cours d'un mois donné n'est pas négligeable. Les épouses sur les bases apprennent à reconnaître la voiture de l'aumônier militaire. Quand elle se gare devant une maison, personne n'a besoin de poser de questions. La presse ouest-allemande, qui avait célébré l'arrivée du Starfighter comme le symbole de la modernité retrouvée de la Luftwaffe, commence à compter les morts. Les titres changent de ton. Des mots apparaissent dans les journaux, des mots que les pilotes utilisent déjà entre eux depuis des mois. Witwenmacher, le fabricant de veuves. Fliegender Sarg, le cercueil volant. Et le plus cruel de tous, Erdnagel, le piquet de tente, parce que le Starfighter finit toujours planté dans la terre. Au milieu de cette hécatombe, un homme refuse de se taire. Il s'appelle Erich Hartmann. Il commande le Jagdgeschwader 71 Richthofen, la première unité de chasse à réaction de la nouvelle Luftwaffe, et il porte sur ses épaules un passé que personne dans l'aviation militaire ne peut ignorer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Hartmann a abattu 352 avions ennemis sur le front de l'Est, un record absolu dans l'histoire de l'aviation de combat qu'aucun pilote, d'aucun pays, n'a jamais approché. Capturé par les Soviétiques en 1945, il a passé 10 ans dans les camps et les goulags, refusant de collaborer avec l'armée est-allemande malgré les pressions et les faux procès pour crimes de guerre. Libéré en 1955, il a rejoint la Bundeswehr dès sa création et pris le commandement du JG-71. Hartmann ne critique pas le Starfighter par caprice ou par nostalgie d'un autre temps. Dès 1957, avant même que l'Allemagne ne signe le contrat d'achat, il recommande au général Kammhuber, alors inspecteur de la Luftwaffe, d'acheter quelques exemplaires d'abord, de les évaluer en conditions réelles, puis seulement de décider s'il faut en commander des centaines. C'est la prudence élémentaire d'un homme qui a volé 1404 missions de combat et qui sait que la différence entre un bon avion et un cercueil tient souvent à l'adéquation entre la machine et la mission. Personne ne l'écoute. Le contrat est déjà en négociation, les intérêts politiques dépassent largement le cadre d'un avis technique et les sommes en jeu sont vertigineuses. Quand les accidents commencent à s'accumuler, Hartmann dit ouvertement ce que les rapports officiels refusent d'écrire. Ce n'est pas une erreur de pilotage, c'est une erreur de doctrine. Le Starfighter n'est pas un mauvais avion. C'est un avion utilisé pour des missions qu'il n'a jamais été conçu pour remplir, et des hommes meurent parce que personne n'ose l'admettre. Il le dit à ses supérieurs, il le dit devant des journalistes. Il le dit avec l'autorité de l'homme qui a survécu à plus de combats aériens que n'importe quel officier vivant sur la planète. La réponse du système est prévisible et brutale. Un général, successeur de Kammhuber à la tête de la Luftwaffe, résume l'opinion de la hiérarchie en une phrase restée célèbre dans les cercles militaires allemands. Erich est un bon pilote, mais pas un bon officier. Traduire, il vole comme personne, mais il ne sait pas se taire quand la politique l'exige. L'homme aux 352 victoires, celui qui a refusé de plier devant les soviétiques pendant 10 ans de captivité, se retrouve poussé vers la sortie par sa propre armée, parce qu'il a osé dire la vérité sur un contrat d'armement. Hartmann est contraint à la retraite anticipée en 1970. Il a 48 ans, il est en pleine forme physique, et la Luftwaffe n'a plus besoin de ses services. Le jour où Hartmann quitte l'armée, les accidents continuent. Rien ne change.
Entre 1968 et 1972, la Bundeswehr perd entre 15 et 20 Starfighters par an. Chaque année, l'équivalent d'un escadron entier disparaît. Les pilotes survivants développent un humour noir caractéristique des hommes qui côtoient la mort au quotidien. Une blague circule dans les messes des bases aériennes ouest-allemandes. Si tu veux un Starfighter, achète un terrain et attends. L'Allemagne n'est pas la seule à payer le prix. Le Canada, qui a acheté 238 C F-104 pour ses forces en Europe, en perd 110 en accident, près d'1 sur 2. Le taux de destruction canadien est le plus élevé de tous les opérateurs du Starfighter, parce que les Canadiens utilisent leurs appareils exclusivement pour des missions à basse altitude, dans un environnement exigeant. L'Italie accumule aussi les pertes, la Belgique, les Pays-Bas, la Norvège. Partout en Europe, le même schéma se répète. Un avion conçu pour une mission se brise quand on lui en impose une autre. Mais il y a un détail que personne à Bonn ne veut examiner de trop près. Comment le F-104 a-t-il remporté le contrat face au Mirage 3 et au Draken? Les évaluations techniques étaient serrées. Les pilotes qui ont testé les 3 machines avaient des avis partagés. Pourtant, le Starfighter a gagné avec une netteté suspecte. Et plusieurs pays de l'OTAN ont fait le même choix presque simultanément, comme si une main invisible guidait les décisions. La réponse à cette question ne viendra pas d'Europe. Elle viendra de Washington, d'une commission d'enquête du Sénat américain, et elle ébranlera des gouvernements, une monarchie, et l'idée même que les démocraties achètent leurs armes sur la base du mérite technique. En 1975, un ancien dirigeant de Lockheed se présente devant une commission du Sénat américain présidée par le sénateur Frank Church. Cette commission enquête sur les pratiques des multinationales américaines à l'étranger, et ce qu'elle découvre dans les livres comptables de Lockheed dépasse tout ce que les sénateurs avaient imaginé. L'avionneur californien n'a pas simplement vendu un avion à l'Europe. Il a acheté l'Europe pour vendre un avion. Les chiffres émergent un par un, comme des mines qu'on déterre. 22 millions de dollars de pots de vin versés à des responsables politiques et militaires dans plus d'une douzaine de pays. Le Starfighter n'est pas le seul contrat concerné, mais il est au cœur de ce que la presse américaine baptise immédiatement le plus grand scandale de corruption de l'industrie de défense occidentale. Les paiements couvrent l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, le Japon et d'autres nations que les auditions révéleront au fil des mois. Le mécanisme est toujours le même. Des intermédiaires discrets, des comptes offshore, des enveloppes remises à des hommes dont la signature décide quels avions leurs armées vont piloter pendant 20 ans. Le premier nom qui explose dans la presse européenne est celui que personne n'attendait. Pas un général obscur, pas un fonctionnaire de second rang. Le prince Bernhard des Pays-Bas. Époux de la reine Juliana, ancien officier de la Royal Air Force pendant la guerre, inspecteur général des forces armées néerlandaises, figure respectée de la société hollandaise. Les enquêteurs établissent qu'il a reçu de Lockheed plus d'1 million de dollars pour favoriser l'achat du Starfighter par les forces aériennes des Pays-Bas. Un prince consort, mari d'une reine régnante, a pris de l'argent d'un fabricant d'armes américain pour influencer une décision d'armement de son propre pays, un pays membre de l'OTAN, une démocratie constitutionnelle. Le gouvernement néerlandais nomme une commission d'enquête. Les conclusions sont accablantes. Le prince Bernhard reconnaît avoir entretenu des contacts inappropriés avec Lockheed, tout en contestant les montants exacts. La question de poursuite pénale se pose, et c'est là que l'affaire bascule dans un territoire que les juristes n'avaient pas anticipé. La reine Juliana fait savoir, par des canaux diplomatiques dont la discrétion est calculée au millimètre, qu'elle abdiquera si son époux est traduit en justice. Le message est limpide, jugez le prince et vous perdez la reine. Le gouvernement des Pays-Bas, coincé entre le droit pénal et la continuité monarchique, choisit la couronne. Le prince Bernhard n'est pas poursuivi. Il démissionne de toutes ses fonctions militaires et officielles, il perd ses uniformes et ses honneurs, mais il reste libre. Il reste prince, et il reste marié à la reine. La justice s'est arrêtée au seuil du palais. En Allemagne, le scandale prend une autre couleur, plus diffuse mais tout aussi toxique. Franz Josef Strauß, le ministre de la Défense qui a signé le contrat d'achat du Starfighter au début des années 60,
se retrouve au centre des soupçons. Un lobbyiste de Lockheed affirme que Strauss et son entourage ont accepté des sommes considérables pour orienter la décision allemande. Strauss nie tout en bloc, avec la combativité du politique professionnel qu'il est. Contrairement au prince Bernhard, il ne se contente pas de se défendre passivement. Il attaque en justice ceux qui l'accusent, il mobilise ses réseaux en Bavière, il transforme chaque audience en tribune politique. Et il survit. Aucun tribunal allemand ne le condamnera jamais pour corruption liée au Starfighter. Il restera ministre-président de Bavière jusqu'à sa mort en 1988, 30 ans après avoir choisi l'avion qui a tué 116 pilotes de son propre pays. Mais le détail le plus troublant de l'affaire allemande n'est ni dans les comptes bancaires, ni dans les plaidoiries. Il est dans une phrase enfouie dans les rapports parlementaires. Les documents originaux relatifs à l'achat du Starfighter par le ministère de la Défense ont été détruits en 1962. 1 an après les premières livraisons, 1 an après les premiers crashs. Quelqu'un au ministère a décidé que les traces écrites de la plus grande acquisition militaire de l'histoire de la Bundeswehr n'avaient plus besoin d'exister. Au Japon, le même poison produit un effet différent. Le Premier ministre Kakue Tanaka est arrêté en 1976 pour avoir accepté des pots de vin de Lockheed, non pas pour le Starfighter, mais pour un autre appareil de la firme, le TriStar. Le scandale est si violent qu'il provoque la chute du gouvernement et ouvre une décennie de procès. Tanaka est condamné, un cas unique parmi tous les responsables impliqués dans les affaires Lockheed à travers le monde. Le Japon est le seul pays où un dirigeant politique paie réellement le prix de la corruption de Lockheed. En Europe, personne ne va en prison. Le Congrès américain réagit en adoptant en 1977 le Foreign Corrupt Practices Act, une loi qui interdit aux entreprises américaines de verser des pots de vin à des responsables étrangers. Lockheed paie des amendes, restructure sa direction et continue à vendre des avions. L'entreprise ne disparaît pas, elle ne fait même pas faillite. Elle se réinvente. Quelques années plus tard, elle fusionne avec Martin Marietta pour devenir Lockheed Martin, le plus grand groupe de défense au monde, fournisseur du F-16, du F-22, du F-35, des milliards de dollars de contrats avec les mêmes gouvernements qu'elle avait corrompus une génération plus tôt. En octobre 1975, au moment même où la commission Church commence à dérouler le fil de la corruption, Lockheed signe un accord avec une 60aine de veuves et de familles de pilotes allemands tués dans des accidents de Starfighter. Le montant total de l'indemnisation est de 3 millions de Deutschmark, soit environ 1 200 000 $ de l'époque. Lockheed précise dans le communiqué qu'il ne reconnaît aucune responsabilité. L'avocat des familles déclare publiquement qu'il avait demandé 10 millions de dollars. Les veuves reçoivent moins qu'1 dixième de ce que le prince Bernhard a reçu pour vendre l'avion qui a tué leur mari. Ce chiffre mérite qu'on s'y arrête. Un intermédiaire royal touche plus d'1 million de dollars pour faciliter une vente. Les familles de 116 pilotes morts reçoivent ensemble 1 200 000 $, sans reconnaissance de faute. Le coût d'un mort pour Lockheed est inférieur au prix d'un pot de vin pour un prince. C'est l'arithmétique froide d'une industrie où les morts n'ont pas de lobbyistes. Pendant que les commissions d'enquête siègent, pendant que les avocats plaident et que les journalistes fouillent, les Starfighters continuent de voler au-dessus de l'Allemagne, de l'Italie, du Canada, des Pays-Bas. Les accidents continuent. Le rythme a baissé par rapport aux années noires du milieu des années 60, le remplacement des sièges éjectables par des Martin Baker, les réformes de l'entraînement imposées par le général Steinhoff ont réduit la casse. Mais le compteur tourne toujours. Chaque année, de nouveaux noms s'ajoutent à la liste. Et chaque année, la question reste la même, posée par les familles, par la presse, par les parlementaires, une question à laquelle personne n'a jamais vraiment répondu. Si cet avion tue autant de pilotes, pourquoi continue-t-on à le faire voler ? Au moment précis où Franz Josef Strauss signe le contrat du Starfighter à Bonn, un homme de 66 ans prend une décision opposée à Paris. Charles de Gaulle ne choisit pas entre des avions. Il choisit entre deux visions de ce qu'est un pays souverain. Pour lui, un État qui achète ses armes à l'étranger n'est pas un État indépendant. C'est un client. Et un client n'a pas de politique étrangère, il a un fournisseur.
La France ne participera pas au concours du siècle. La France construira son propre avion. L'homme qui va transformer cette doctrine en métal et en kérosène s'appelle Marcel Dassault. À la fin des années 50, son bureau d'études travaille déjà sur un appareil qui deviendra le Mirage 3, un chasseur à aile delta, conçu dès l'origine pour les missions que l'Europe va réellement demander à ses avions. Interception à moyenne altitude, attaque au sol, reconnaissance, combat aérien manœuvrant. Dassault ne copie pas la philosophie américaine de la vitesse pure. Il conçoit un avion adapté au théâtre européen. Des ciels bas, des distances courtes, des cibles variées, un climat imprévisible. L'aile delta offre une surface portante large, une robustesse structurelle supérieure et une capacité de virage que les petites lames du Starfighter ne peuvent pas égaler à basse altitude. La différence entre les deux approches tient en un paradoxe. Kelly Johnson a construit le meilleur avion possible pour une mission, puis Lockheed a prétendu qu'il pouvait toutes les remplir. Marcel Dassault a construit un avion qui n'est le meilleur dans aucune mission isolée, mais qui les remplit toutes de manière acceptable. Le Starfighter est un scalpel vendu comme un couteau suisse. Le Mirage 3 est un couteau suisse qui ne prétend pas être autre chose. En aviation militaire, cette honnêteté technique sauve des vies. Les chiffres racontent le reste mieux que n'importe quel argument. Le Mirage 3 est exporté dans plus de 20 pays. Israël l'utilise pour détruire l'aviation égyptienne au sol en juin 1967, lors d'une opération qui redéfinit la guerre aérienne moderne. L'Argentine, l'Afrique du Sud, le Pakistan, l'Australie, la Suisse l'adoptent. Aucun de ces pays ne lui donne de surnom mortuaire. Personne n'appelle le Mirage 3 le fabricant de veuves. Son taux d'attrition en service reste dans les normes acceptables de l'époque, non pas parce qu'il est un avion parfait, mais parce qu'il est utilisé pour ce qu'il a été conçu de faire. L'adéquation entre la mission et la machine, ce principe élémentaire qu'Eric Hartmann avait tenté d'expliquer à ses supérieurs, Dassault l'avait intégré dès la planche à dessin. Mais réduire le choix français à une supériorité technique serait une erreur. La vraie différence est politique. L'Allemagne fédérale, en 1958, est un pays qui n'a retrouvé sa souveraineté militaire que depuis 3 ans. La Bundeswehr existe depuis 1955, la Luftwaffe renaît pratiquement de zéro. Les officiers allemands n'ont pas encore l'assurance institutionnelle de dire non à Washington. Choisir un avion américain, c'est s'inscrire dans l'Alliance Atlantique avec la docilité du partenaire junior. Choisir un avion français ou suédois, c'est affirmer une autonomie que Bonn ne se sent pas encore le droit de revendiquer. L'Allemagne achète le Starfighter non seulement pour ses performances, mais parce qu'elle achète en même temps une place à la table de l'OTAN. La France, elle, quitte la structure militaire intégrée de l'OTAN en 1966. De Gaulle expulse les bases américaines du territoire français et construit une force de dissuasion nucléaire nationale. Dans ce contexte, acheter un chasseur américain serait une contradiction idéologique fondamentale. Le Mirage 3 n'est pas seulement un avion. C'est un acte de souveraineté qui vole à Mach 2. Chaque exemplaire qui sort des usines de Mérignac affirme que la France peut défendre son ciel avec ses propres moyens, ses propres ingénieurs, ses propres ouvriers, ses propres technologies. Que cet avion soit bon ou non est presque secondaire. Il est français, et dans la doctrine gaulliste, cela suffit à justifier son existence. L'ironie finale de cette histoire est que les deux décisions, la française et l'allemande, sont parfaitement rationnelles dans leur contexte respectif. L'Allemagne fait ce qu'un pays dépendant et en reconstruction fait. Elle s'aligne sur son protecteur. La France fait ce qu'un pays qui refuse la dépendance fait. Elle investit dans son autonomie, même si cela coûte plus cher à court terme. Aucun des deux choix n'est absurde au moment où il est pris. Mais l'un des deux va tuer des hommes pendant 3 décennies, et l'autre va engendrer une industrie aéronautique qui, 60 ans plus tard, exporte le Rafale sur tous les continents. Le général Werner Panitzky, inspecteur de la Luftwaffe au milieu des années 60, le comprend avant tout le monde. En août 1966, alors que le 67e Starfighter allemand vient de s'écraser, il accorde une interview où il déclare que l'achat du F-104 a été une décision purement politique. C'est la phrase de trop. Le ministre de la Défense Kai-Uwe von Hassel le limoge immédiatement. Panitzky est le 2e homme que le Starfighter détruit sans même le faire monter à bord,
Après Hartmann, c'est un autre officier supérieur qui paie le prix de la vérité. Von Hassel lui-même ne sera pas épargné par la malédiction du programme. En mars 1970, son propre fils, Joachim, pilote de la Marineflieger, est tué dans le crash d'un RF-104G. Le ministre qui a défendu le contrat et limogé celui qui le critiquait enterre son fils à cause de l'avion qu'il a contribué à imposer. Le successeur de Panitzky, le général Johannes Steinhoff, est lui aussi un ancien as de la Seconde Guerre mondiale. Mais contrairement à Hartmann, qui a été broyé par le système pour avoir parlé trop tôt, Steinhoff arrive au bon moment, quand le nombre de morts a rendu le silence politiquement impossible. Il impose un arrêt temporaire des vols après le 67e crash, fait réviser les procédures d'entraînement et surtout remplace les sièges éjectables Lockheed par des Martin Baker britanniques capables de sauver un pilote, même au niveau du sol. Les taux d'accidents chutent de manière significative après ces réformes, ce qui prouve, rétrospectivement, que les morts des premières années n'étaient pas inévitables. Elles étaient le résultat de choix qui auraient pu être faits différemment si quelqu'un avait écouté Hartmann 5 ans plus tôt. L'Allemagne finira par remplacer ses Starfighters au cours des années 80, principalement par le Tornado, un avion conçu en coopération européenne, avec l'Italie et le Royaume-Uni, mais sans les États-Unis. Comme si la leçon du F-104 avait fini par pénétrer les murs des ministères. Pour un avion qui doit voler au-dessus de l'Europe, mieux vaut le dessiner en Europe. Le dernier Starfighter allemand effectue son dernier vol en 1991. 30 ans de service, 292 appareils perdus, 116 pilotes morts. Le bilan d'une guerre qui n'a jamais eu lieu, payé par des hommes qui s'entraînaient à une guerre qu'ils n'auraient jamais eu à mener.